Cet épisode est sponsorisé par NortonLifeLock. Bon, vous connaissez la tech, vous savez qu'il y a certaines bonnes pratiques à avoir pour rester sécurisé sur le net. On vous le dit tout le temps, utilisez un VPN, créez des mots de passe complexes, mettez votre antivirus à jour. Et on veut tous bien faire, mais la réalité c'est que ça part dans tous les sens et on n'a pas forcément le temps de tout gérer. Eh bien, Norton 360, c'est peut-être la solution que vous cherchiez. C'est une offre tout en un qui vous aide à sécuriser votre activité en ligne. Le service inclut les outils dont vous avez besoin, VPN sécurisé, gestionnaire de mots de passe, protection contre les virus, le phishing et d'autres menaces en ligne, et plus. Et il marche sur vos appareils Windows, Mac, iOS et Android. Pour vous faire une idée, rendez-vous sur fr.norton.com. L'offre est à partir de 29,99 € pour la première année. Offre soumise à condition, fr.norton.com. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. On vous résume, on écume tous les blogs et on écoute tous les podcasts et on vous résume tous les trucs importants et intéressants de l'actu tech. Aujourd'hui, ça veut dire le CES de Las Vegas, la grand-messe de l'électronique consommateur, a priori, mais également innovation parfois. Je suis Patrick Béja et pour vous parler de tout ça, donc du CES, de tout ce qui a été présenté d'intéressant, mais aussi du reste des news de l'actu tech, je suis accompagné de deux illustres confrères. D'un côté, Cédric Ingrand, qui débarque à peine de Las Vegas. Comment ça va, Cédric ? Ça va comme quelqu'un qui revient de Las Vegas, quoi. Que te dire. J'ai encore un peu mal aux pieds, enfin tout ça, mais c'était intéressant comme toujours. C'est très difficile d'en faire le résumé, en fait. Ouais, c'est presque, on doit choisir les sujets qui nous ont plu, et comme souvent, c'est presque plus facile d'avoir une vision d'ensemble comme quand on est loin que quand, comme toi, on y est allé, mais au moins quand on y est allé, on peut voir directement soi-même, avec dans les mains les objets et les trucs en question. Donc, j'espère que entre toi et notre autre invitée, Lucie Ronfaux, j'allais dire du Figaro, mais c'est anciennement du Figaro, du coup maintenant c'est Lucie de chez toi, quoi. En fait. Voilà, Lucie Ronfaux, journaliste indépendante. Ouais, j'ai quitté le Figaro, mais donc je traite toujours de la tech et j'ai traité du CES pour Libération pour le coup cette année. Donc j'étais pas à Vegas, mais je suis contente de pouvoir en discuter avec vous. T'étais pas à Vegas, mais je crois que t'étais également contente de pas être à Vegas, un petit peu comme moi. C'est oui, toujours je dois t'avouer que je suis allée à Vegas 3 fois en 2 ans, 2 fois pour le CES et une fois à titre touristique, donc je pense que c'est assez pour pour les prochaines années. Je crois que le CES, c'est un peu comme tous ces grands salons. Il y a une sorte de comment dire, pas de complexe, je cherche mon terme, de contradiction entre le fait qu'on a envie un petit peu d'y être quand même parce qu'il y a des trucs intéressants qui s'y passent, mais c'est tellement crevant, c'est tellement épuisant que du coup on a aussi envie de pas y aller. Et Cédric, du coup, toi t'as plongé dans la contradiction. Ce que je répète tous les ans, c'est que CES, c'est le truc qui fait fantasmer les gens qui n'y vont pas. Ouais. C'est-à-dire les seuls qui croient que c'est une chance d'y aller sont ceux qui restent à Paris. Et de préférence qui n'y ont jamais mis les pieds et qui disent t'as trop de chance, tu vas à Vegas. Oui, mais non, mais ça pourrait être à Villepinte et ce serait juste la même chose avec moins de décalage horaire, mais ça tiendrait pas à Villepinte parce qu'en fait Las Vegas c'est la seule ville qui a l'infrastructure pour accueillir un truc pareil. C'est insoupçonnable. Il faudrait qu'on publie juste ne serait-ce que les plans de la ville pour montrer aux gens où c'est, en disant tu vois, quand tu me dis tiens tu peux passer sur ce stand-là, aller voir ça, ce stand-là il est à 4 km de là, dans un autre convention center, faut 3 quarts d'heure pour y aller. Enfin, bref, oui, voilà. parce que les gens se rendent pas compte. Et déjà, tous les salons, on a souvent cette impression, les journalistes blasés qui vous disent « Ah, je préférerais le faire de chez moi ». Mais c'est vrai que depuis, on va dire, une dizaine d'années, avec toutes les informations qui sont diffusées souvent en streaming live, on peut le faire de chez soi tout aussi bien qu'ailleurs. C'est d'ailleurs ce que je fais très souvent, moi. Mais en plus de tous ces problèmes qui sont communs à toutes les conventions, à toutes les rencontres, à Las Vegas, pour le CES spécifiquement, il y a plusieurs convention centers, plusieurs centres de convention et plusieurs hôtels qui sont très loin les uns des autres, dans lesquels certaines choses sont exposées, quoi.
Moi, je me rappelle mon tout premier CES que j'ai fait il y a 3 ans, du coup. J'ai fait l'erreur de penser que je pourrais marcher entre les différents convention centers en me disant, voilà, je vais être écolo. En plus, voilà, au CES, ça n'avait pas de mal, hein, un peu Pourquoi pas en d'écologie. vélo aussi? J'avais jamais été à Vegas, hein, c'était ma première fois dans cette ville. Et donc, j'ai découvert que Las Vegas, c'est absolument impraticable à pied, en fait. Enfin, à part sur le strip, y a aucun moyen. Donc, je me rappelle, j'étais à la convention Nvidia qui se tient le dimanche soir généralement. J'avais essayé de revenir à mon hôtel et j'avais failli mourir en fait parce que il n'y avait pas de passage piéton, donc j'avais essayé de traverser la rue. Alors les rues à Vegas, il y a genre 10 voies. Enfin bon, c'était. Donc après, bah, j'ai compris qu'il fallait prendre un Uber comme tout le monde Voilà. et tant pis pour l'écologie. Tant pis pour l'écologie. Mais surtout, Vegas, c'est une ville qui te trompe. C'est-à-dire qu'évidemment, l'échelle des hôtels fait que ton œil ne comprend pas. Tu regardes quelque chose en disant, bah, regarde, c'est 2 hôtels plus loin, je vais y aller à pied. Non, ça marche pas. 2 hôtels plus loin, ça peut être 2 kilomètres. Ouais. Donc, même au sein des hôtels, les hôtels sont immenses. Mais bien sûr, chouette, j'ai cet hôtel-là et puis en plus j'ai une place de parking. Ouais, c'est bien. C'est quand même pas rendu. Hein. Donc voilà un petit peu pour l'ambiance dans laquelle se passe le CES. On va parler des choses qui ont été présentées. C'est ça qu'il faut expliquer parce que moi j'ai la chance ou la malchance. Là, c'était mon 15e de suite. Ouf. Et c'est bien parce qu'au bout du 14e, le 15e est gratuit. Et ce qu'il faut expliquer, c'est surtout ce qui a évolué en fait. C'est que moi je l'ai fait pendant des années où tout se passait dans le grand convention center principal, dirons-nous, où il y a le grand hall central avec toutes les grandes marques, les Samsung, etc., Sony, là. Et puis il y a un hall sud où il y avait plus, c'est là où on allait voir, je sais pas, Parrot, WeThings, Polaroid, enfin bref, tout l'audio, bref. Ça, c'était bien. Pendant des années, c'était super. À côté, il y avait un hall nord où il y avait la bagnole. Mais c'était la bagnole genre... pour aller voir les GPS, aller mettre un subwoofer dans ton pick-up truck, tu vois l'audio, etc. Donc tu arrivais dans ce hall, ça faisait bom, 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 ok. Et ça, c'était un truc, tu passais une tête, tu disais, ouais, c'est pas pour nous, ça va aller. Et voilà, c'était terminé. Et puis il y avait cet autre convention center qu'on appelle le Sands, où il y avait en gros des fabricants chinois, tu vois, d'alimentation pour PC, d'accessoires pour mobile, le truc où tu allais passer une tête en disant tiens, on a 2 heures à perdre là, le dernier jour, on va aller au Sands. Voilà. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, il y a le Sands, c'est 2000 startups, il faut aller voir. Le hall de la bagnole, c'est toute la voiture autonome, tout ce qui se passe de ce côté-là, et c'est passionnant, donc il faut aller le voir, et le reste n'a pas décru pour autant. Donc en gros, c'est devenu impossible de faire tout le salon, parce qu'en plus, il y a tout ce qui reste dans toute la ville où ils privatisent la moitié des hôtels, enfin bref. Donc c'est un enfer, et de fait, c'est impossible de tout voir. Bah écoute, on va essayer de parler des choses qu'on a retenues de tout ça. Effectivement, il y aura peut-être de la voiture, de la télé, de l'ordinateur bien sûr, et puis tout un tas de petits sujets spécifiques qu'on a retenus et qu'on a cueillis spécialement pour vous. Avant ça, je voudrais quand même remercier les gens qui soutiennent l'émission sur patreon.com/rdvtech. Aujourd'hui, je voudrais remercier Moranzini, Yann Varen, Yann Varen, c'est ça, Tourismo, Anthony, Rémi, Rorix, Guillaume 7, Buffalo Goat, intéressant comme nom, Guillaume Bourdet et Daniel Miguer. Je les remercie d'autant plus que je suis en train de finaliser, ça sera normalement déjà publié, l'annonce de recherche d'assistant de prod freelance que je peux me permettre, que j'ai budgété, grâce évidemment aux Patriotes et à tout le financement qui est possible sur cette émission, mais essentiellement grâce aux Patriotes. Et donc, si vous êtes peut-être intéressé par l'idée de travailler avec moi en freelance temps partiel pour commencer en tout cas, et ben allez regarder l'annonce sur frenchspin.fr, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais un merci tout spécial aux Patriotes aujourd'hui parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et qui est possible notamment grâce à leur soutien, puisque c'est grâce à leur soutien que je peux faire de la pub comme je le veux, et c'est de ces revenus, de l'ensemble des revenus que viennent évidemment ce budget. Donc merci, l'émission continue à évoluer. Et donc, alors, comme je le disais, il y a plein d'ordinateurs, il y a des ordinateurs pliables, il y a des bêtes étranges qui viennent de chez Alienware avec des consoles portables, enfin des PC portables en mode Nintendo Switch. Il y a des annonces de processeurs avec Intel qui va faire des processeurs graphiques dédiés, ce qui est un gros changement. Il y a AMD qui continue à contre-attaquer. Il y a des voitures avec des
des voitures prototypes de Sony, par exemple. Alors, voiture par Sony, ça fait un petit peu étrange. En fait, c'est plus pour présenter le matériel qu'ils fabriquent pour des voitures autonomes, comme les capteurs, les différents équipements qui équipent les voitures autonomes, mais il n'empêche, il y a une voiture de Mercedes qui est inspirée d'Avatar, il y avait plein de choses de ce type-là, il y a plein de télés aussi, de télés qui se font voir de moins en moins, des télés enroulables au plafond cette fois-ci, il y en avait déjà dans un bac dans le sol, il y a des télés 4K 8K pardon, qui n'ont quasiment aucun bord, etc., etc. Il y a plein de choses, mais quelques sujets, alors on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais les premiers sujets qu'on voulait évoquer, c'est des choses un petit peu plus intrigantes peut-être, un petit peu différentes, qu'on va évoquer l'une après l'autre. D'abord, la ScanWatch de WeThings, qui est une montre intéressante pour la montre elle-même, mais pour ce qui est en train de se réaliser, dont on parle depuis longtemps dans la santé connectée. Ils ont une montre qui est une montre ronde classique, qui est intéressante parce qu'elle a uniquement un tout petit écran LCD en haut, au centre, un petit peu décentré sur la montre. Le reste, c'est une montre classique. Mais surtout, elle peut détecter les apnées du sommeil, qui sont un problème de sommeil important dans le monde entier. Ils font ça par oxymétrie colorimétrique, c'est-à-dire qu'ils regardent la couleur de votre sang à travers la peau quand la montre est posée, et on imagine que d'autres appareils feront ça bientôt aussi, et donc ils peuvent vous aider avec l'apnée du sommeil de cette manière, savoir si vous avez des moments où vous ne respirez plus, et ça peut provoquer des troubles de sommeil dont on ne se rend pas compte, mais qui affectent la qualité du sommeil et de la vie. C'était l'un des trucs. Je ne sais pas, Cédric, si toi, tu t'intéresses à ces choses-là spécifiquement. Oui, bien sûr. Oui, parce que toi, tu ronfles beaucoup, c'est ça? Voilà, je ronfle énormément. Et puis parce que j'aime beaucoup WeThings, ça date pas d'hier. C'est l'évolution de la montre précédente. En fait, ils ont rajouté ce capteur-là. C'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on voit ça dans une montre. Puis en plus, qui est une montre, qui ressemble à une montre. C'est pas un ordinateur que tu te mets au poignet. Donc c'est une chouette avancée. C'est intéressant de voir en plus que c'est tout à coup une marque française, monsieur. Enfin, qu'il l'est redevenu. Qui tout à coup est dans le catalogue et j'ai envie de dire dans le top of mind des gens qui s'intéressent à ça. Non, c'est une belle réussite, même si c'est un peu un fusil à un coup, parce que si l'apnée du sommeil, c'est un truc, soit t'en fais pas. Et si t'en fais, au moins ça aura le mérite de t'orienter vers un médecin, vers un pneumo qui va lui te faire des tests plus poussés pour voir combien t'en fais, etc. Et c'est une tendance qu'on voit dans le CES en général, cette histoire de santé. Comme je le disais, on en parle depuis longtemps, mais là ça se concrétise et c'est des trucs qui... On prend l'exemple de l'apnée du sommeil, mais ça parle de tous ces trucs de ECG, d'électrocardiogramme, etc. C'est des trucs avant, pour avoir ce type d'information. Alors oui, c'est indicatif, c'est pas aussi bien qu'un médecin, machin truc, mais pour avoir ce genre d'indication et ce genre de test, il fallait aller à l'hôpital, fallait faire des tests qui coûtaient très cher, qui duraient longtemps. Aujourd'hui, avec quelques centaines d'euros, on peut les avoir à son poignet. Ça change énormément de choses, quoi. Alors normalement, le meilleur détecteur de ronflement, c'est ton compagnon ou ta compagne. Ça marche à tous les coups. Et là, c'est sur la longueur. C'est-à-dire qu'au bout de quelques coups de coude, normalement, tu vas consulter. Mais pensons aussi aux gens qui sont célibataires, c'est important. Mais oui, c'était beaucoup. Il y avait beaucoup de monde sur ce marché-là, j'ai envie de dire. Alors la santé connectée, c'était énorme, mais même juste la gestion du sommeil avec des améliorations connectées, c'était déjà extrêmement important, avec des choses qu'on intègre soit dans la montre, soit dans le lit ou le matelas directement, soit des capteurs qu'on va mettre sur des choses sur ta table de nuit. Bref, tout le monde s'inquiète de ton sommeil. Moi, là, pour le coup, en tant qu'utilisateur, j'ai toujours un petit doute. C'est un peu comme, tu vois, toutes les choses qui te disent combien de pas tu as fait dans la journée. C'est intéressant pour des journées exceptionnelles. Par exemple, quand tu fais CIS, que tu rentres à l'hôtel et que tu regardes, ah oui, j'ai fait 16 000 pas, je comprends forcément. Mais le truc, c'est que sur les journées normales, il va te dire, tu vois, au bout de 3 semaines, à te dire, tu en as fait 6 700. Ah non, 6 800. Ah non, 6 400. Bon, tu passes un peu à autre chose. C'est intéressant sur le long terme, mais c'est un truc à bas bruit. C'est pas un compteur que tu vas garder face à tes yeux tout le temps. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ça se fait de manière implicite. Ce qui est intéressant, c'est que ça se fait de manière implicite et invisible dans des objets que tu n'as pas acheté forcément spécifiquement pour ça. C'est ça. Si tu as acheté une montre WeThings, c'est parce que tu voulais une montre un peu connectée, dont l'heure se règle toute seule quand tu changes de fuseau horaire, qui va suivre un peu tes mouvements, tes séances sportives, etc. de manière, j'ai envie de dire,
en tâche de fond. Si en plus ça peut te rendre d'autres services qui en plus peuvent quand même améliorer ta santé, bon bah c'est super. Puis Bon, alors, j'imagine. pardon, Vas-y. il y a quand même un sujet. Alors, je parle pas de Wheezing en général, mais tout cet essor de la santé connectée, il y a quand même le sujet de la vie privée Ouais. qui doit se poser et qui, je trouve, se pose pas encore assez, hein, parce qu'il y a un vrai boom de ces objets et on réfléchit pas encore trop où vont ces données, qui les stocke, qui les utilise. Aux États-Unis, déjà, on a déjà vu des cas d'assurance. Alors bon, aux États-Unis, le système de santé, c'est celui qu'il est, hein, c'est pas celui qu'on a en France, mais où des assurances, des mutuelles commencent à utiliser les données de ce genre d'appareils pour voilà, mesurer un peu en live la santé de ces assurés et adapter le prix des mutuelles. Moi, je suis un peu partagée sur ce genre d'objet. À la fois, je conçois qu'il soit très utile pour beaucoup de gens. Enfin, typiquement, voilà, pour tout ce qui va être test du glucose, effectivement, l'apnée du sommeil, enfin, ce genre de problème où avant, on avait besoin d'appareils très chers. Le fait d'avoir des appareils de grande consommation qui puissent répondre à ces problèmes, c'est une bonne chose. Mais à une époque où on a un peu maintenant pris conscience de toutes les données qu'on produit et toutes les données qui sont récupérées par le privé pour en faire des choses ou d'autres, redonner des données qui sont encore plus privées, parce qu'elles sont celles produites par mon corps. Ouais. Alors ça fait un peu rabat-joie, hein, je suis désolée, mais Non, mais t'as raison, mais c'est un parce que vrai sujet qui, il n'y a pas encore trop de, il y a pas alors en France, il y a un peu plus de contrôle qu'ailleurs, parce qu'on a quand même des lois une loi notamment sur le stockage des données de santé. Mais bon, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, je pense, quand on achète ce genre d'objet. bah, c'est quelque chose de très important, tu as tout à fait raison, et d'autant plus que, comme tu le dis, c'est des sociétés qui n'ont pas... Alors, WeThings, c'est peut-être plus le cas, mais c'est des choses qui doivent être contrôlées. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les mettre en place, mais c'est des choses qui doivent être contrôlées. Il y a de nombreuses sociétés qui viennent maintenant, je disais WeThings, ils le font depuis longtemps, donc ils sont peut-être plus conscients de la chose, mais il y a de nombreuses sociétés qui viennent et pour lesquelles qui n'écoutent pas assez le rendez-vous tech, et pour lesquelles c'est pas des choses qui sont au devant de leur esprit, comme on dit en anglais. Mais c'est marrant parce que tu dis ça, et ça me fait penser à un autre sujet qui est lié, toujours sur la santé connectée et la santé sexuelle, qui est un sujet qui a fait un petit peu de bruit cette année Ouais. au CES, notamment parce que ça a été une sorte de rectification d'une injustice de l'année dernière, où un vibromasseur connecté avait gagné un prix au CES qui lui avait été retiré parce que c'était contraire à la morale, machin, ce qui est évidemment ce qui a fait du bruit. Ils ont été malins, ils ont engagé une société de relations presse et ils ont envoyé des communiqués de presse et tout, parce que évidemment, dès que ça concerne la santé spécifiquement sexuelle et spécifiquement des femmes, bah tout à coup, oh là là, c'est contraire à la morale, etc. Et cette année, ils sont venus, alors c'est pas qu'ils étaient en force, il y avait une dizaine de startups qui faisaient des choses intéressantes dans ce domaine, mais là aussi, c'est une question qui se pose, enfin qui doit se poser et qu'on se posera à terme, mais la question des données également, mais plus généralement, c'est vrai que c'est bien de voir que ces choses-là sont un petit peu démystifiées. Ouais, moi je trouve le sujet de la sextech intéressant, notamment dans le cadre du CES, parce qu'effectivement, tu l'as rappelé l'année dernière, donc cette startup s'appelle Laura Di Carlo, avait présenté pour un CES Award, qui sont ces awards qui sont décernés par la CTI, qui est l'organisation du CES, pour en gros mettre en avant les startups les plus innovantes. Et donc ils avaient fait un sextoy pour femmes, et donc ça leur a été décerné puis retiré. Et en fait, l'argument, mais qui était justifié, hein, de la startup, c'est de dire en fait le sexe n'a jamais été tout à fait banni du CES, c'est-à-dire que au fil des ans, on a toujours réussi à trouver des startups. Alors, elles n'étaient pas en masse, hein, mais il y avait des startups de VR pornographique, par exemple, où il y a même eu l'exemple. Apparemment, une année, il y a eu une startup qui faisait des poupées connectées, enfin des poupées de sexe en fait, hein, connectées. Ouais, ouais. Sauf que c'était des objets pour hommes. Ouais. Et donc, ce que la startup a dit, il dit, ben voilà, vous êtes bien gentil, vous autorisez la VR pornographique, etc. Mais par contre, dès qu'on arrive avec un sextoy pour femmes, vous nous retirez les trucs, quoi. Donc du coup, la CTA, suite à la polémique médiatique, a fini par les autoriser, et ce qui est assez marrant, c'est que il y a Wired qui a fait un papier super intéressant qui faisait un peu le résumé de toutes ces boîtes,
et qui en fait sont des startups un peu comme les autres. Enfin, déjà, elles ont été soumises à des règles très strictes. Elles n'avaient pas le droit d'amener des objets qui représentaient vraiment des sexes. Donc voilà, on n'avait pas le droit je vais être un peu cru, mais d'avoir des sextoys qui ressemblent à des pénis, etc. Donc ça, c'était no way. Pas le droit évidemment à des images pornographiques, à des images de nudité, etc. Donc au final, quand on regarde les photos des stands, je sais pas si tu y es passé, Cédric, mais c'est des stands assez basiques, quoi, et qui sont assez innovants. Enfin, il y a vraiment des objets. Laura Di Carlo, c'est un objet qui est en R&D depuis 5 ans, quoi. Ils emploient des ingénieurs, etc. C'est amusant parce que moi, c'est des stands que j'ai vus en y allant le lundi. Il faut expliquer, le salon ouvre en fait le mardi matin. Moi, j'avais déjà essayé de prendre des rendez-vous. Sinon, que cette année, ils avaient décidé que non, finalement, la presse n'avait pas le droit de rentrer pendant le montage le lundi, alors que l'année dernière, c'était pas un souci. Bon, je vous la fais rapide, j'ai trouvé un moyen de rentrer. Je vous expliquerai comment en DM, si vous en avez besoin un jour. Il a mis un déguisement de manutentionnaire. Oui, c'est pour vous, les petits fours. Voilà. Voilà, et du coup, je suis passé à côté, je ne sais plus de quelle boîte il s'agissait, et tu vois, ça m'a pas du tout frappé, enfin, c'est-à-dire qu'on était au milieu des trucs sur la santé, machin, etc. Et en fait, il y a juste une boîte sur laquelle j'ai fait un peu un double take en voyant une image du produit, en disant d'accord. Et c'est là que je me suis aperçu que la boîte n'était pas seule. Bon, après, évidemment, de fait, il y avait une douzaine d'exposants. Mais de fait, c'est ça, les stands, tout ça était très light. Hein, il y avait pas de vidéo de démo, tu vois ce que je veux dire. Et de fait, il y avait des choses qui étaient assez inventives. Moi, j'ai pas fait le sujet. Hein, je l'ai pitché le sujet en télé. C'est forcément un petit peu délicat, même si on est content que ça soit présent, et surtout que cette discrimination ait été corrigée grâce à la fronde médiatique. Mais bon, on peut. Alors, ils sont là à titre d'essai cette année. C'est délicat, oui. C'est délicat, oui et non, parce que traditionnellement, il y a toujours eu une certaine discrimination vis-à-vis des objets, et pas que tech, des objets et des médicaments spécifiquement sur la santé des femmes, encore plus santé sexuelle. Typiquement, personne n'est gêné de parler du Viagra. Par contre, parler de médicaments pour restaurer la santé sexuelle des femmes, j'ai même pas de marque à vous citer parce que j'en connais pas. Ouais. Donc il y a, je pense, dans cette affaire un enjeu féministe. Après, comme on disait tout à l'heure, il y a aussi un enjeu de vie privée, parce que j'ai regardé là pour préparer l'émission les boîtes qui proposaient des sextoys, et la plupart proposaient des sextoys connectés à une app. Et alors là, on est toujours au même problème de est-ce que j'ai envie qu'une app et ses partenaires, parce que quand tu donnes tes données à une app, généralement tu les donnes aussi à ses partenaires, dont Facebook souvent, Google, etc. Est-ce que j'ai envie qu'une app sache combien de fois j'utilise un sextoy dans le mois? C'est ça d'une part, et ça peut par déduction donner plein d'informations, mais plus que ça peut donner des informations des indications sur, je sais pas, vos fantasmes, le type de pratique que vous préférez, etc. Donc, parce que ça peut effectivement avoir des conséquences. Si on peut déduire toutes les choses qu'on peut déduire des informations qu'on a déjà sur Facebook et toutes ces choses-là, alors qu'on pourrait se dire, c'est pas directement lié à des informations spécifiques sur moi, on peut imaginer que sur ce type d'objets et de pratiques aussi, ça peut dériver. Mais donc. Bon, voilà pour ce petit sujet. On pourrait faire tout un épisode dessus, mais on va avancer parce qu'il y a d'autres choses à couvrir. À moins que tu veuilles dire encore une chose, Lucie. Non, je pense qu'on a couvert, fait le tour. Un autre sujet qui était intéressant, c'était celui de Samsung Néon, qui est... c'est marrant parce que l'épisode dernier, je disais dans nos prévisions sur la décennie à venir, je parlais de compagnons numériques, de compagnons artificiels. Et ben Samsung a annoncé des humains artificiels, justement, qui pourraient faire cette histoire de compagnonnage d'humains virtuels. C'est pas des trucs physiques, mais uniquement sur des écrans. Donc déjà, en une semaine, j'ai déjà raison sur mes prédictions. Ça y est, c'est bon, ça c'est plié, merci beaucoup. En même temps, quand on y regarde d'un petit peu plus près, c'est vrai qu'on a vu des images de ce qu'ils appelaient être, ce qu'ils disaient à demi-mot être des images synthétiques qui étaient tellement réalistes que c'était invraisemblable dans les comportements, pas que dans l'aspect visuel. Et puis on se rend compte quand on va farfouiller un petit peu que en fait c'est peut-être des comportements, des personnes qui ont été plus ou moins filmées et puis retouchées un petit peu numériquement et puis adaptées. Donc j'ai l'impression, tu peux me dire si je me trompe Lucie, mais j'ai l'impression que c'est un peu un coup de bluff quand même. C'est plus un concept, une inspiration qu'un produit qui est réellement concrètement chez nous, quoi.
C'est aussi l'impression que ça m'a donné, surtout que Samsung je crois que c'est TechCrunch ou The Verge qui a sorti ça, qu'en fait les vidéos de présentation qu'ils ont mis sur YouTube et qu'ils montraient sur le stand étaient en fait des vidéos retouchées. Donc bon, on se demande un peu à quoi il venir. Après, les vidéos étaient assez impressionnantes, hein, et c'est vrai qu'on se dit que je sais pas si vous connaissez enfin j'imagine que vous le connaissez, le concept de l'Uncanny Valley, qui est un concept de robotique des années 50-60, qui disait en gros plus on essaye de faire des robots ou des programmes ressemblant à des humains, plus on va inquiéter les gens parce que notre cerveau conçoit bien que ce ne sont pas des humains. Sauf que là, honnêtement, quand j'ai regardé les vidéos, moi, ça m'a pas du tout choqué. J'ai vraiment trouvé ça assez bluffant. Donc, c'est-à-dire que pour préciser, pour expliquer vraiment spécifiquement, l'Uncanny Valley, c'est que quand on a quelque chose d'artificiel qui est clairement artificiel, dans notre cerveau, consciemment, on se dit ça c'est pas dangereux, humain, dangereux, machin, donc ça va. Quand on regarde quelque chose qui essaye de se rapprocher de l'humain, on note beaucoup plus les différences qui nous mettent mal à l'aise. Et là, et ça, c'est un concept que beaucoup de gens, qui est très connu. Et là, en l'occurrence, c'était tellement réaliste que c'était surprenant. C'était ça qui était pas uniquement, encore une fois, dans les visualisations, mais dans les comportements. Et c'est une filiale de Samsung qui s'appelle Star Labs qui développe ça et qui les développerait. L'utilisation, ça serait, par exemple, pour des personnes âgées, pour des personnes seules, tout ce dont on parlait la semaine dernière. Mais oui, pour répondre concrètement, ces compagnons virtuels là, pour moi, ma conclusion, si on doit choisir, c'est du flan ou pas du flan, moi je dirais c'est du flan là à ce stade. Non, je suis pas d'accord. Non, d'accord, vas-y, dis-moi. Je suis allé voir la présidente parce qu'en fait, il faisait une présentation toutes les heures, etc. Et alors, c'est pas vraiment une filiale, en fait, c'est une start-up financée par Samsung. Ouais. Et pour avoir demandé à l'un de leurs patrons, je dis mais ils vous ont accompagné, vous êtes travaillé. Ils disent on se parle depuis longtemps, mais dit honnêtement, 10 jours avant le salon, ils savaient pas ce qu'on allait montrer. Donc de fait, il y avait toute cette galerie un peu Village People, tu vois, avec la prof de yoga, l'hôtesse de l'air, le machin, etc. Il y avait des choses où quand on creuse un peu, on comprend que oui, il y avait des choses qui étaient des personnages scannés ou des personnages retouchés, etc. En revanche, dans les démos qu'ils faisaient, il y avait bien comment dire, le personnage était inspiré d'un humain réel. Par contre, l'évolution de ses mimiques, de ses mouvements et tout, elle était bien gérée par la machine. Et ça, c'était impressionnant. Ils étaient tout à fait ouverts sur le fait que, en gros, la partie graphique était propre. Mais la partie animation était synthétique. La partie comportementale, en fait, était la chose sur laquelle ils allaient travailler maintenant. Mais quand même, cette partie comportementale qui était bluffante dans les vidéos de présentation, est-ce que dans les faits, dans l'utilisation concrète, on n'avait pas plus, on le connaît tous, surtout les amateurs de jeux vidéo, quand c'est pas modelé entièrement sur une personne qui a joué comme un acteur une scène, on a des petits passages d'un tic à l'autre ou d'un mode à l'autre qu'on note. J'imagine que c'était plus présent dans les démos. Ils ont averti du fait qu'ils ont dit si vous voyez des glitches, soyez magnanime. On sait qu'il en reste encore quelques-uns, mais ce qu'on voyait était quand même. C'était quand même impressionnant. Ceci sur 2 personnages précis, pas sur tous. Et la partie, c'est plutôt en fait la partie interaction et gestion des émotions, etc., sur laquelle ils vont travailler. Mais c'est vrai que ça a des applications sans fin. C'est-à-dire que pas tant comme compagnon virtuel, moi je le vois plutôt pour le service client, la formation, l'information aussi. Il y avait un personnage qui faisait, tu vois, journaliste télé en train de faire son duplex dans une tempête, c'était pas mal. Et puis même, on peut imaginer des acteurs virtuels parce que c'est merveilleux. T'imagines, tu fais une pub, d'un coup, t'as ton espèce d'avatar qui peut te la faire en 28 langues, qui peut travailler le jour, la nuit et qui touche aucun droit à la diffusion de la pub. Clairement, moi je connais plein de boîtes de prod qui seraient hyper clientes. Donc il y a un vrai marché pour ça. Je pense que de fait, le produit est pas terminé, mais ce qu'on en a vu était quand même très impressionnant. Tu penses qu'il y avait une avancée? Bon, tant qu'ils font pas des podcasteurs virtuels, moi ça me va. Oui, j'allais dire, je pense que les acteurs seront moins ravis par. Alors c'est amusant parce que sur le stand, j'ai rencontré un type qui faisait partie du syndicat de SAG-AFTRA, qui est en fait le Screen Actors Guild, qui est le syndicat des acteurs à Hollywood. Et je vois ça sur son badge, je lui dis qu'est-ce que vous faites là? Vous travaillez avec eux? Ah non, pas du tout, je suis venu voir ça de plus près. Oui, je comprends. Et lui disait bon, ça va pas remplacer, mais ça pose des questions pour l'avenir. Ouais. Oui, je comprends que ça pose des questions pour l'avenir. Disons que ça va sans doute pas remplacer les acteurs des films de Scorsese, mais ça peut peut-être remplacer d'autres
d'autres choses qui sont imagine tout à coup, utilisées tu peux faire un soft qui va te générer ta pub avec un avatar, tu vois ce que je veux dire. Oui, on en parlait aussi pour les images de visage générées par intelligence artificielle qui pourraient faire des images de stock pour effectivement des pubs ou des illustrations sur des sites web. Bah là, tout à coup, tu as effectivement pour une tête ou une dizaine de têtes dont tu as besoin pour illustrer des trucs, tu n'as plus besoin de payer les droits. C'est génial parce que tout à coup, ton avatar, tu peux l'utiliser pendant 20 ans, il vieillit jamais, enfin, il n'a que des qualités. C'est marrant parce que quand on s'étend, mais je vais vous raconter ma vie. On a acheté une nouvelle machine à laver. Notre ancienne machine à laver. J'aimerais voir jusqu'où ça va arriver. Notre ancienne machine à laver était complètement détruite. On l'a déménagée de Paris, puis en Finlande plusieurs fois. En gros, elle sautait à chaque fois qu'on mettait le cycle essorage. Elle sautait sur place. Ça fait 2 ans que ça dure, 1 an et demi que ça dure, et on l'avait pas encore changé parce qu'on n'avait pas les sous, machin. Bref, on en a acheté une nouvelle qui marche très très bien. Et le plaisir de mettre le linge dans cette machine et de le voir ressortir sec, lavé, propre, beau, sans que la machine ait fait des tourbillons dans la salle de bain, ça m'a fait penser, allez savoir pourquoi, au fait que il y a quelques dizaines d'années, pas si longtemps que ça, pour faire ce même travail de laver du linge, il fallait que quelqu'un le fasse. Alors, c'était soit nous-mêmes et ça prenait un temps fou, soit il fallait payer quelqu'un pour le faire. Et c'était une forme d'automatisation d'une tâche qui a pris du boulot à des gens. Sauf que c'est suffisamment loin que aujourd'hui on se dit plus non mais rendez-vous compte, les machines à laver prennent le boulot des lessiveurs, des lessiveurs et des lessiveuses quoi. Et ça m'a frappé parce que évidemment dans la tech on est confronté à cette question tout le temps. Et alors bien sûr le fait que des acteurs machin c'est un sujet qui est un petit peu différent, mais il n'empêche ça m'a frappé cette idée que machine à laver, c'est un robot qui prend le boulot de gens qui faisaient ce boulot. Et voilà, et je ne sais pas si ça apporte une réponse à quoi que ce soit, certainement que non, mais c'est une pensée qui m'a traversé l'esprit. Après, dans l'électroménager, il y a quand même un vrai truc, c'est que ça pour moi, ça n'a pas tant pris le boulot de gens que ça a plutôt libéré beaucoup de femmes des tâches domestiques. Parce que ma grand-mère m'a raconté qu'elle allait laver le linge de la famille toutes les semaines au lavoir du village. Donc voilà, donc pour l'électroménager, c'est d'excellentes avancées. Voilà, moi je suis moins convaincue par ces trucs d'avatar virtuel, Bien sûr, je tire un peu sur les cheveux, j'en conviens. Bien sûr, parce que bon, la raison pour laquelle on aime utiliser l'industrie du service, c'est aussi parce que on a des gens en face de soi, quoi. Notamment pour le SAV, ce genre de choses. Bon, en même temps, attends, c'est intéressant, mais Lucie, est-ce qu'on aime vraiment, si tu poses la question à tous les auditeurs du Rendez-vous Tech là, est-ce qu'ils sont contents de leurs interactions avec des gens qui sont justement dans ces industries où on est essoré, ça on revient aux allégories ménagères, mais c'est des gens qui sont essorés, qui sont payés au lance-pierre et machin, et en plus les clients généralement ils sont pas. Non mais dans les faits c'est comme ça, et les gens sont pas vraiment contents d'avoir à interagir avec ces gens qui ne leur donnent jamais la bonne réponse, qui comprennent pas leurs questions parce que etc. Est-ce qu'on gagnerait pas, et là encore je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'on gagnerait pas à voir si ces Samsung Néon ou d'autres réussissaient à répondre peut-être un petit peu mieux à nos questions, est-ce qu'on gagnerait pas justement ne plus avoir des gens faire ces boulots-là et espérons en faire d'autres, comme ça a été le cas avec les femmes justement qui sont plus attelées aux tâches ménagères. Non, je te convainc pas. Je sens dans le ton de la respiration. Moi, je me rappelle des promesses autour des chatbots dans le SAV. On n'y est pas encore. Automatique d'il y a 5 ans et je vois qu'actuellement, je préfère encore décrocher mon téléphone et appeler le SAV de Darty plutôt que. J'en conviens. D'accord. Bon, écoute, on verra alors dans on s'est aperçu quand même depuis que dans l'ensemble, le chatbot, il est là pour te faire patienter en attendant l'intervention d'un véritable humain. Ouais. C'est plus un agent d'attente, tu vois. Bon, on va dire qu'on voit sur la décennie à venir. Hein, donc, dans les 10 prochaines années, peut-être que ça arrivera. Il y a des choses qui vont se passer. Je me défile, je me défausse en disant c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans 10 ans. Peut-être. Un petit mot en passant sur Quibi, dont vous entendrez peut-être parler, qui a été annoncé au CES. C'est une start-up qui veut faire du streaming de vidéos à la Netflix. Et vous allez me dire, mais encore une, mon Dieu, il y en a tellement. Et
là où c'est différent et où je me dis, au début, je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et en fait, en réfléchissant, pourquoi pas ? C'est un abonnement à $5, donc un petit peu moins cher. Oula, Sophie est en train de cracher ses poumons, ça va ? Oui, pardon, excuse-moi. Aucun souci. J'ai bu de l'eau et je me suis entruchée, pardon. Laisse-moi 30 secondes. Donc Quibi, on continue sur Quibi. T'es en train de faire du tennis à Melbourne, c'est ça ? On fait comme si de rien n'était. Je suis désolée. Non, il n'y a pas de souci. Quibi, c'est quoi ? C'est un service de streaming qui fait des contenus spécifiquement designés pour le téléphone. Alors ça marche en portrait ou en paysage. C'est des contenus de 10 minutes ou moins. Il y a de la fiction, il y a de la non-fiction, peut-être des news. Ils veulent ils veulent publier énormément de contenu. C'est géré par Jeffrey Katzenberg d'une part, qui est un ancien de Disney, je crois, si je ne m'abuse, et Meg Whitman. Il a été patron de Disney. Hein, c'est ça. Patron des studios et tout ça. Et Meg Whitman, qui est évidemment pour le côté tech, eBay, HP, etc. Et voilà, donc je me dis, peut-être qu'il y a un truc à faire là-dedans. Pour le streaming spécifiquement dédié au format téléphone. C'est amusant parce que ça arrive à un moment où, par exemple, les fabricants de télé se posent la question du shift générationnel, c'est-à-dire de dire est-ce que les jeunes générations ont vraiment envie d'avoir un téléviseur chez elles ? Elles auront des écrans, hein, elles vont regarder plein de contenus, elles en regardent plus qu'avant même. Mais est-ce que ça va vraiment passer par encore, tu vois, une grande dalle installée au salon ? On l'a vu avec Samsung, je ne sais pas si je suis en train de manger sur la suite du conducteur, mais qui montrait un écran pivotant. En clair, tu regardes une vidéo sur ton smartphone, tu veux la regarder sur l'écran de la télé ou la partager avec le reste de la famille. Bah, tout à coup, la télé toute seule va tourner pour se mettre en horizontal ou en vertical selon la vidéo que tu as envie de regarder. Et ça, eux expliquent que c'est vraiment pour s'habituer, pour s'adapter aux habitudes de consommation des jeunes générations, et avec peut-être quand même quelque part à l'esprit la peur de se dire, mais finalement peut-être que les jeunes générations ont pas besoin. Moi, j'ai des gens dans mon entourage immédiat à qui je dis, bah attends, regarde, on va regarder un film sur la grande télé qui est là. Oh non, ça va, je vais regarder ça sur mon téléphone. Ouais. Alors je le comprends pour une vidéo YouTube, je le comprends moins pour The Irishman, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis assez hypée par ce format que propose Quibi, effectivement, si tu bouges ton téléphone, la vidéo s'adapte, parce que je trouve qu'il y a eu une vraie stratégie autour de la vidéo verticale ces dernières années, notamment sur les réseaux sociaux, etc., qui prenait pas en compte le fait que je pense que on aime encore en fait regarder des vidéos à l'horizontale. C'est juste qu'il y a certaines vidéos, notamment courtes, qui s'adaptent mieux à la verticale. Mais moi, personnellement, c'est vrai que je regarde beaucoup de vidéos YouTube, notamment sur mon portable. J'aime bien, parfois je bouge mon portable et c'est chiant parce que du coup la vidéo est pas adaptée, etc. Moi je trouve ça, et vu les démos qui ont été faites de Quibi, je trouve ça assez chouette, ce truc de dans quelque position que soit ton portable, bah, tu vois toujours la vidéo, ça change pas, c'est seamless, donc ça je trouve ça assez bluffant pour le coup. Si ça marche comme promis, c'est assez cool. Bah, c'est ça, c'est des petits détails qui peuvent paraître anecdotiques, mais ne serait-ce que ça, le fait qu'on peut le voir dans le sens qu'on veut, le fait que ça soit des contenus courts, 10 minutes ou moins, bah, c'est des contenus qui sont prévus pour le téléphone et ils veulent en produire beaucoup. On parle de centaines d'heures de contenu et alimentés constamment. Pourquoi pas ? Je me dis, ce truc que j'aurais pensé être un petit peu une blague, au final, en y réfléchissant, je me dis peut-être. Et là où tout le monde, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs, tout le monde est en train de se battre pour votre écran de télé, et ben personne se bat pour l'écran du mobile, alors qu'il y en a beaucoup plus. Donc bon, c'était intéressant. Ça doit poser plein de questions en termes de tournage quand même, parce que en gros, tu tournes dans un carré dans lequel tu as une croix, qui sont les deux orientations possibles de l'écran. Et en gros, si tu veux qu'une information passe vraiment, il faut que ton information soit dans le carré qui est l'intersection des deux barres de la croix. Sinon, tu sais qu'il y a la moitié des gens qui ne la verront pas parce qu'il y a soit en vertical, soit en horizontal. Ouais, ou alors tu peux dézoomer un petit peu pour adapter un petit peu. Mais oui, ça doit être prévu pour, quoi. C'est sûr que ça doit être fait spécialement pour. Donc, encore une fois, pour plein de raisons, dont celle-ci, via Irishman, ça ne va pas passer sur votre téléphone. À moins que vous soyez coincé dans un avion pendant 2 heures possible, ou 10.
Deux autres sujets un petit peu innovants. NextMind, qui a fait une démo très intéressante. C'est d'ailleurs des Français, je crois. Ils ont un kit de développement qui est disponible, lui, pour le coup, qui coûte environ $400. Qu'est-ce que ça fait ? C'est un petit boîtier qu'on place sur l'arrière de la tête qui va regarder ce qui se passe dans le cortex visuel à l'intérieur de votre cerveau et qui va décoder vraiment les images qui arrivent dans le cortex visuel. Et il voit vraiment les images, c'est-à-dire que si vous regardez une partie d'une image ou un bouton plutôt qu'un autre, le boîtier va réussir à voir, grâce à une dizaine de petites électrodes qui vont s'appuyer sur votre tête, sur votre scalp, va réussir à voir le symbole, par exemple, que vous regardez. Et du coup, si vous êtes en train de regarder une image et que vous vous concentrez sur... Et il peut détecter quand on se concentre ou quand simplement on regarde de manière distraite. Si on se concentre sur, par exemple, le bouton play ou le bouton volume, ou etc., c'est des petits exemples, mais qui peuvent être appliqués et déclinés à l'infini pour une couleur, pour changer la couleur de la pièce, ou etc., et ben, il va le détecter et savoir que vous êtes concentré dessus pour activer l'action. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le cortex visuel fonctionne de la même manière pour ce qu'on regarde vraiment et pour ce qu'on imagine. Ce qui veut dire que à terme, s'il continue à développer la chose, on pourrait penser à un signal et du coup activer la chose. Donc c'est une autre approche de ce à quoi on pense depuis longtemps, c'est le contrôle des interfaces par l'esprit. Mais là, on est dans une application qui est très concrète. Cette question de cortex visuel, c'est vraiment différent des approches qu'on a eues jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, c'est une traduction de l'anglais. J'espère que ça se dit de la même manière qu'en anglais, en français, le cortex visuel. Mais c'est une nouvelle approche qui fonctionne. On a vu les démos qui fonctionnent vraiment et qui pourrait rendre applicable la chose. Alors, on pense bien sûr au contrôle des ordinateurs en général, mais encore plus avec des interfaces qui n'ont pas de contrôle tactile classique, comme la réalité augmentée, la réalité virtuelle ou d'autres. Lucie, je crois que cette démo t'avait plu. Alors moi je l'ai pas testé, hein, vu que non, bien sûr, pardon, mais je veux dire l'idée. Vegas, alors moi ce que je trouve intéressant, c'est que ça vient rejoindre les nombreux autres projets autour du cerveau, de la tech. C'est quand même un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Facebook fait des recherches à ce sujet depuis plusieurs années et commence à en parler aujourd'hui. Elon Musk, alors pas via Tesla, mais via une autre initiative, fait aussi des recherches sur les interfaces cerveau humain-machine. Oui, je me souviens plus du nom de la boîte, mais c'est carrément en insérant des... Ouais, alors lui, pour le coup, il avait un truc très chirurgical. Un truc chirurgical, oui, c'est voilà. Ça. Mais bon, toujours est-il que l'intérêt est le même, c'est-à-dire que c'est vrai que il y a pas mieux que le cerveau pour aller dans nos pensées et aller dans notre centre de contrôle, entre guillemets. Donc c'est assez logique que ces boîtes s'y intéressent. Moi, j'ai déjà essayé des machines de type j'avais testé un jeu vidéo qui se contrôlait par la pensée, par exemple, donc qui avait moyennement marché, mais donc c'est intéressant. Je me demande un petit peu, voilà, quelles sont, parce que les applications, si effectivement elles se réalisent, pour le coup, ça serait assez prodigieux. Je me demande à quel point on en est loin, honnêtement. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de. Après, plus généralement, je trouve qu'il y a un vrai intérêt de la part de l'industrie de la tech en ce moment autour de notre tête, le cerveau, mais aussi les yeux. Il y a un peu un retour de hype des lunettes connectées, quelles qu'elles soient, avec Amazon qui a lancé, qui a présenté il y a quelques semaines ces lunettes connectées, etc. Et la raison pour ça, c'est parce que notre attention et encore une fois le contrôle de notre attention passe par le cerveau, mais surtout par les yeux, parce que si tu regardes mes yeux, tu sais ce que je regarde, combien de temps, etc. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'innovations et beaucoup d'enjeux éthiques aussi, je pense, autour de ces sujets ces prochaines années. Donc je suis assez intéressée. Non, ça ne va poser aucune question, ni commerciale, ni légale, ni médicale, ni de consentement, ni de rien du tout. Je pense que Facebook va nous dévoiler son implant dans 2 ans, en disant mais il est super. Alors vous verrez, mais les mises à jour seront automatiques. Hein, on vous met à jour. Voilà, non, moi c'est super intéressant. Moi ça fait longtemps que j'ai envie d'être un cyborg, donc toi ça te va, mais oui. Non, mais juste pour que, voilà, c'est juste pour plus jamais aller chercher le smartphone dans le fond de ta poche en disant, attends, c'est quoi déjà le nom de ce mec? Enfin, tu vois, pour, voilà, directement taper dans des bases dans le cloud pour avoir toujours tout, pour avoir des gens identifiés devant toi. Et tous ces fantasmes, j'ai l'impression que tous ces fantasmes,
ont alors il y a plusieurs problèmes et problématiques à résoudre, mais l'une de ces problématiques, c'est comment on contrôle ces interfaces, et ça pourrait être une avancée pour réussir à justement à trouver une solution. En tout cas, j'ai trouvé cette approche intéressante et innovante et différente. Donc, Et puis alors, il faut le dire quand même, c'est qu'il y a déjà un secteur dans lequel ça pourrait avoir des effets prodigieux, c'est dans la santé. Oui. Pour le coup, le projet d'Elon Musk, si je me trompe pas, il l'utilise d'abord pour le traitement des effets de la maladie de Parkinson. Parce que voilà, ça pourrait aussi permettre de mieux contrôler les effets négatifs de maladies qui partent du cerveau. Donc voilà, on pense à Parkinson, mais on peut peut-être penser aussi à l'épilepsie, ce genre de choses. Donc ça, pour le coup, je pense que dans le secteur médical, il y a moyen de faire des progrès prodigieux. Tu fais bien de le mentionner, et sans aller jusqu'à celle d'Elon Musk qui insère des électrodes dans le cerveau, même celle-ci, et je l'ai même pas mentionné, nous on pense tout de suite à contrôler nos jeux vidéo parce que je suis un gros privilégié, mais il y a évidemment des applications fabuleuses dans le domaine du handicap, des personnes qui Bien sont sûr. en situation de handicap, qui ont du mal à contrôler leurs interfaces. Ça, c'est un outil de plus à ajouter à leur arsenal pour pouvoir mieux contrôler les interfaces informatiques, quoi. Donc, évidemment, c'est une application claire de ce type d'outils. Et puis, puisqu'on est en train de parler de choses positives, continuons avec ce dernier truc que je voulais évoquer, la viande de porc sans porc de Impossible Foods, qui avait déjà présenté un burger de vache à l'époque, sans vache, il y a 1 an. Et depuis, moi, j'en ai testé quelques-uns. Alors, j'en ai testé aux États-Unis, en France et en Finlande, figurez-vous, différents types, différentes marques, différents produits. C'était des steaks qui étaient franchement pas mal. Alors, clairement, c'est pas de la viande, mais c'est un bon facsimilé si on veut quelque chose d'autre. Et évidemment, ça a tous les effets positifs qu'on connaît au niveau écologique, au niveau santé, etc., etc. Même si c'est moins bon que de manger du brocoli, c'est quand même moins pire que de manger de la viande tout le temps. Et puis là, c'était donc une présentation de viande de porc qui, visiblement, d'après ceux qui l'ont testé, et de la même manière que pour la viande de bœuf, pas trop mal. L'étape suivante, ça sera sans doute la viande de volaille, la viande de poulet. Peut-être qu'ils auront ça l'année prochaine, mais le porc est la viande la plus... Ça s'appellera Taste Like Chicken. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc, c'est intéressant parce qu'ils continuent à avancer, la food tech continue à avancer, et ça va être sans doute un enjeu pour toutes ces raisons dont on parle, de santé, d'écologie, évidemment. Peu de gens le savent, mais la chose qui consomme le plus, qui produit le plus de gaz à effet de serre, si je ne m'abuse, c'est l'élevage d'animaux pour la consommation, l'élevage de vaches et autres. Donc ça peut être une chose qui aide, et moi, de ce que j'ai testé, c'est tout à fait acceptable. Donc ouais, pareil, j'ai testé. Alors, j'ai pas testé le pig parce que ouais. il est pas encore sorti. Mais j'avais testé le burger et j'avais été assez bluffée. Bon, alors clairement, j'en avais parlé à des amis parce que moi je suis pas végétarienne. J'essaye de manger moins de viande, mais j'en mange encore. J'en avais parlé à des amis végétariens depuis longtemps qui eux me disaient que ce genre de produit les intéressait moyennement parce que ça imitait la viande et que en fait quand ça fait 10 ans que tu manges plus de viande, en fait t'as pas spécialement envie de retrouver les sensations entre guillemets de la viande, mais ça peut être un bon substitut pour en manger de moins en moins, ou en tout cas quand tu commences à être végétarien, généralement tu as une période de transition dans laquelle ce qu'est végétarien, c'est aussi reconfigurer un peu sa manière de manger. Donc déjà, c'est bluffant, et 2, je trouve ça assez chouette qu'Impossible Food utilise le CES pour faire son lancement, parce que c'est pas la première fois qu'ils sont au CES. Le CES qui est un salon qui est quand même marketé comme étant une fenêtre sur le futur. Et bon, vous l'aurez compris, moi je suis parfois un peu rabat-joie sur la tech, et parfois je suis un peu sceptique de ce qui sort du CES. Je trouve qu'il y a tellement d'enjeux graves dans l'avenir que parfois j'ai envie que les innovations se concentrent un petit peu moins sur les robots qui apportent du papier toilette, et un peu plus sur voilà, l'écologie, ce genre de choses. Et le fait que voilà, il y a Impossible Food, que toute la food tech en général investisse massivement le CES, je trouve ça bien, parce que
l'avenir passera aussi par moins de consommation de viande. Je dis pas que on sera tous végétariens, hein, mais clairement c'est un vrai sujet. Donc je trouve mais c'est ça qui est intéressant en fait dans ce produit, c'est que c'est pas prévu pour les, comme tu le dis très bien, c'est pas prévu pour les gens qui sont végétariens ou végétaliens. C'est des choses qui vont servir, qui vont être utiles aux gens qui veulent manger moins de viande, qui veulent par conviction, effectivement, ne serait-ce que écologique, hein, ça peut aider, et ou par santé, et ben ça aide ces gens-là à avoir quand même la sensation proche de ce qu'ils aiment bien, en n'ayant pas les aspects négatifs ou en réduisant les aspects négatifs. Donc c'est un autre type de cible, mais c'est un autre type de cible qui est important aussi à mon sens. Moi, je suis en plein dans cette cible, par exemple, donc ça me parle. Et puis tu mentionnais les robots qui apportent du papier toilette. Certains pourraient penser que c'est une plaisanterie, mais ça a vraiment été présenté. Non, c'était une plaisanterie. Une semi-plaisanterie qui était plus un coup de pub, on va dire. Mais totalement. Mais c'était présent. Alors, il faut le dire, il faut expliquer, c'est Charmin qui est une marque de papier toilette qui montrait ça. Et en fait, dès que tu te poses 3 questions sur... Non mais attendez, mais ça sert fonctionne pas, quoi. Ça sert à rien. Et c'est le papier qui va chercher sur le papier toilette quand on n'a plus. Non mais il va le chercher où? Dans quel placard? Il descend quel escalier pour te l'apporter? Et il va faire les courses. Il ouvre la porte des toilettes. Non, enfin, soyons sérieux. C'est-à-dire que si tu mets en place l'infrastructure pour que ça marche, tu peux aussi mettre un placard avec du papier toilette de réserve dans tes toilettes, par exemple. Donc, c'était un coup de pub fort réussi. Moi j'ai choisi de mettre tous ces trucs-là de côté parce que c'est un peu du guerrilla marketing, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu, marrant. Du newsjacking. Ça, le type avec sa pomme de terre connectée, enfin, tous les trucs qui, non, ont pas vraiment vertu à être là. Je suis d'accord hein, sur Impossible Foods et le reste. C'est intéressant dans un salon où c'est vrai que tu sors de là en te disant qu'on est un peu en train de jouer l'empilement de technologies, c'est-à-dire que on crée des besoins qui n'existaient pas pour de rendre des services qui sont pas forcément toujours pertinents. Là, tout à coup, tu as une boîte qui est là et qui fait plutôt partie de la solution plutôt que du problème sur l'impact carbone et le reste. J'ai pas eu le temps d'aller goûter le petit steak de porc de chez Impossible Foods, mais tous ceux qui l'ont goûté m'ont dit que non, c'était tout à fait correct, même si c'est plus facile de faire du cochon que du bœuf, parce que le cochon est déjà une viande que tu vois, quand tu le manges dans des saucisses, dans des machins, dans des trucs, tu sais que ça peut être apprêté de 1000 façons et t'as pas la même attente en termes de texture et du reste que par rapport à un steak haché tout bête. Mais voilà, super, je trouve que voilà, c'est bien qu'on avance sur ces sujets-là, même si de fait, je suis d'accord sur le fait que c'est pas les végétariens la cible. Eux, ils ont déjà passé le pas. C'est un peu comme mettre des non-fumeurs à la cigarette électronique. Pour moi, c'est un peu hors sujet. Parlons justement de tout le reste. Il y a les ordinateurs d'une part, les voitures par ailleurs, et enfin les télévisions qui sont les 3 grosses tendances. Alors sur les ordinateurs, il y a un ordinateur pliable de chez Lenovo qui est intéressant, qui est en fait une tablette qui se replie, qui peut se poser sur une table comme un ordinateur portable en fait, avec le clavier qui apparaît sur le bas de l'écran. C'est un écran de 13 pouces, donc qui peut se plier, et il a aussi un clavier physique qui s'insère dans la machine une fois plié et qui peut se coller magnétiquement au bas. Donc on a le choix en fait. Il sera disponible mi-2020. Je crois qu'on est quand même très très cher. On est à 2500 € pour le PC. Donc c'est un PC qui fait tourner Windows. Ils ont aussi présenté un ThinkBook Plus avec un écran e-ink sur le dos de l'écran normal, ce qui est un petit peu bizarre, mais bon, ça peut être utile dans certains cas. Il y avait des essais, souviens-toi, il y a un certain temps où tout à fait, oui. Beaucoup de constructeurs avaient présenté des laptops qui avaient un petit écran en plus pour te donner des notifs ou des petites infos, etc. Et donc, en plus, ils étaient du coup connectés tout le temps. Là, le faire en e-ink, c'est pas idiot. Il y a eu un Chromebook de Samsung à 1 millier d'euros, un Chromebook haut de gamme, et de l'autre côté, toujours chez Lenovo, un Chromebook, un 2 en 1 pour moins de $300. Il y a également, donc, on parlait des voitures, des télés. Sur toutes ces choses-là, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont intéressé spécifiquement? Peut-être Cédric, que tu as vu ou qui t'ont intrigué? Je suis allé voir Amazon dans le hall des bagnoles.
Pas parce qu'ils avaient mis Alexa dans une Lamborghini, hein, mais parce qu'en fait, ils mettent Alexa partout. Et il y a une fonction, moi, que j'ai trouvée amusante. Alors évidemment, l'idée, c'est en fait de finalement traiter ta voiture comme une sorte d'objet connecté de plus de la maison, parce que c'est finalement ça l'écosystème d'Alexa. Et c'est vrai que si de fait, tu as déjà les ampoules connectées, le chauffage connecté, le machin, etc., c'est chouette parce que tu peux dire Alexa, j'arrive dans 5 minutes, et tout à coup, on ouvre le portail, on allume le chauffage, on met la lumière, on allume ta musique, bref. On retombe dans le fantasme de la domotique à l'ancienne. Et ce que ça faisait en plus, moi, la fonction que j'ai beaucoup aimée, c'est celle qui te permet de payer directement l'essence. Ah oui. Alors, ça n'aura qu'un temps, parce qu'à un moment, il faudra passer à la recharge électrique. Mais oui, et en gros, tu arrives dans ta station quel intérêt? service. C'est juste que tu arrives et tu peux payer, mais il faut quand même mettre l'essence dans ton... Oui, il faut quand même que tu sortes de ta voiture pour mettre l'essence. Mais par contre, tu n'as plus besoin de te demander est-ce que j'ai ma carte de crédit, elle est où, quoi qu'est-ce. Et là, tu dis juste Alexa, pay for gas. Et là, le système te localise, voit bien que tu es dans une pompe ExxonMobil, parce que pour l'instant, ça marche que dans les X milliers de pompes ExxonMobil. Et elle te dit mais tu es sur la pompe numéro combien? Pompe numéro 12. Et là, tu vois la pompe qui s'allume. Et ça y est, c'est bon. Et c'est pris en charge et ce sera débité sur ton compte Amazon. C'est pas mal parce que ça peut ouvrir d'autres choses. On peut imaginer payer le péage, enfin, etc. Ce qui est bien surtout, c'est que ça va fonctionner dans... je sais plus, une cinquantaine de modèles de voitures d'à peu près toutes les marques, mais qu'en plus on pourra, alors pas encore en France, j'ai pas la date de sortie, rajouter un petit terminal éco-auto à n'importe quelle voiture plus ancienne, et ça fonctionnera aussi. Mais après, il y avait toute la grande bataille autour des plateformes du véhicule autonome et du reste. C'était intéressant, mais c'était presque, on aurait pu en faire un salon à part. Ouais, bah comme on le disait, il y a plein de salons différents. Dans ce grand salon, Lucie, il y a des choses qui t'ont marqué, toi, plus spécifiquement? Moi, j'ai été... on parlait d'écologie, donc moi, je suis assez attentive à tout ce qui est annonce autour des voitures électriques, parce que clairement, le CES, maintenant, est en passe de devenir le plus grand salon pour l'industrie de l'auto, le futur de l'industrie de l'auto. En tout cas, hein, ça a pris beaucoup d'importance. Après, je trouve ça étonnant que on en a encore à parler de voitures électriques. Et je trouve ça intéressant que pour le moment, enfin après Cédric, tu me diras si tu en as vu plus, mais moi quand je lisais les articles, on reste sur ce format de la voiture. Il y a assez peu d'innovation sur les manières de transporter. Enfin je sais pas, je suis toujours surprise qu'on en reste à la bagnole et qu'on réfléchisse pas à d'autres choses. Alors je sais qu'il y a Segway qui a présenté, je sais pas si vous l'avez vu, ça une sorte de d'œuf électrique qui se contrôle au joystick. Alors transporteur personnel, oui. Voilà, c'est ça. Alors ça a l'air un peu ridicule vu comme ça et ça l'est sans doute un petit peu comme le Segway d'ailleurs. Mais en même temps, ils avaient un discours sur transporter les gens au sein d'un aéroport ou dans des hôpitaux ou peut-être dans les immenses hôtels de Las Vegas. Donc ça, pour le coup, je trouvais ça rigolo et un peu différent quoi. Que la sempiternelle voiture où on sera jamais plus que un ou deux dedans et qui vont toujours encombrer les routes. Alors que voilà, il y a peut-être d'autres choses à envisager. Bon, il y avait des visions un peu différentes. Hein. Il y avait Hyundai qui montrait ce qu'ils sont en train de faire avec Uber. Sur des taxis électriques dans les airs, et surtout Hyundai qui présentait une sorte de vision un peu globale du truc en disant tu vas pouvoir passer d'un taxi électrique qui va te faire l'essentiel de ton trajet et qui va arriver sur une sorte de petit terminal, vraiment un truc qui va faire la taille de 3 stations de bus. Tu sors et là tu rentres dans une petite navette entièrement autonome qui va t'amener à ta destination finale à quelques centaines de mètres ou kilomètres de là. Donc c'était intéressant, d'autant qu'ils montraient les prototypes de tout ça sur leur stand. Donc il y a quand même des vues qui vont au-delà de la bagnole. C'est difficile quand même de se départir de la vue automobile normale. Surtout aux États-Unis, ouais. Ah oui, c'est même très très compliqué. Aux États-Unis, mais c'est vrai que d'autres l'ont fait. Hein. L'année dernière, Renault avait présenté ce prototype incroyable de super berline du futur, où en fait l'intérieur est un salon, il n'y a même plus de volant. Enfin voilà. Et c'est vrai que c'est ce vers quoi on s'achemine. On ne sait juste pas à quelle échéance, parce que on rappelle, hein, le boss level de la voiture autonome, c'est la place de l'Étoile. Et tant que la voiture autonome ne passe pas à la place de l'Étoile, tu peux pas vraiment la vendre chez nous. Donc,
c'est sûr que c'est la première étape, la voiture autonome, et c'est sur ça qu'ils se concentrent. Mais il y a Toyota, par exemple, qui réfléchit à sa ville du futur, qui vont commencer à construire au pied du mont Fuji. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais là, pour le coup, ils repensent la ville entièrement. Et c'est ça le problème avec les voitures. Pourquoi on se concentre tellement sur les voitures ? C'est que, mine de rien, nos villes ont été développées avec une infrastructure qui est centrée autour du transport, alors qui était il y a très longtemps le cheval et les calèches, mais qui s'est transformé en voiture. Et donc, je pense qu'il est difficile d'imaginer quelque chose de différent. Il faudrait tout revoir de la base, ne serait-ce que pour les distances. Et enfin bon, donc c'est bien sûr. Et en vrai, on voit déjà ce problème là actuellement à Paris en période de grève, où à partir du moment où les gens sortent leur vélo, leur bagnole et leur trottinette et leur roller et tout ce qu'ils ont pour utiliser autre chose que le métro, ça devient très compliqué de se déplacer parce que nos routes ne sont pas conçues pour autant de véhicules en fait, autant de véhicules différents. Ça fait plaisir, quand même, ça fait plaisir de voir des embouteillages sur les pistes cyclables, je dois dire, c'est pas tous les jours. Absolument, mais du coup on se dit voilà, c'est vrai qu'on a ce problème à régler aussi, et celui-là, pour le coup, ce problème-là, il dépend moins des entreprises que des pouvoirs publics. C'est amusant de voir toutes ces choses-là à Las Vegas, qui est une ville qui a une infrastructure déplorable. Il y a quelques années, quand même, ils ont construit une espèce de monorail qui rejoint une partie des grands hôtels, c'est déjà pas mal. Exemple, les Américains savent pas faire des infrastructures, c'est saisissant. Il y a quelques années, ils ont décidé que c'était un peu trop le bordel, la gestion des voitures de location à l'aéroport. Il faut imaginer ce que c'est que le débit de l'aéroport de Las Vegas en termes de nombre de passagers, c'est monstrueux. Donc ils ont construit une espèce de très grand terminal juste pour toutes les voitures de location. Super. Donc évidemment, pour le rejoindre les autres terminaux, les vrais, ils ont mis un monorail ou un métro. Ben non, ils ont mis juste des cars toute la journée qui font la navette. Et là, on se gratte la tête en disant mais qui a fait ça, quoi. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que voir ces innovations-là dans un Las Vegas où c'est difficile de se déplacer, on se mettait tous à rêver en disant mais ce serait vraiment l'occasion de sortir un truc qui fonctionne vraiment pour nous ici, c'est-à-dire le vélo électrique. Vu la configuration des routes à Las Vegas, tu te fais buter en 3 minutes, c'est-à-dire que c'est pas possible, tu ne survis pas à 3 carrefours. Donc il faut trouver autre chose, des machines de déplacement personnel, peut-être revenir au Segway et refaire des pistes, etc. Et ça m'a rappelé en fait les tout débuts du Segway il y a très longtemps, quand comment s'appelait son créateur, Dean Kamen l'avait montré dans le plus grand secret, où il avait invité Steve Jobs, il avait invité Jeff Bezos et d'autres, etc. pour leur montrer le truc qu'il allait monter en le sortant de son sac, et où je crois que c'est Jobs qui avait dit c'est super, mais il faudra réarchitecturer les villes autour de ce genre de choses. Oui, c'est ça. Et en fait 20 ans plus tard, on s'aperçoit qu'on n'a pas réglé le problème. Oui. Bon, écoutez, c'est une conclusion parfaite à ce long segment sur le CES. Merci à tous les deux de votre expertise. On va continuer et on va parler de différentes news et rumeurs que j'aimerais couvrir aussi. Mais avant ça, je voudrais quand même prendre une minute pour remercier ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon et ceux qui mettent des petits mots sur Apple Podcasts et sur Patreon aussi, comme Stéphane qui me dit « Bonjour Patrick, après l'abonnement du Rendez-vous Jeu, je viens m'abonner au Rendez-vous Tech car ce sont les seuls podcasts que j'attends avec impatience. Ils m'aident à supporter les embouteillages parisiens. Bravo en tout cas pour tout le travail et la qualité des émissions. Meilleurs vœux 2020. » Et Lady Night sur Apple Podcasts me dit « Le rendez-vous des amis. » On peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr, mais moi, c'est le podcast qui me plaît. Patrick recueille toute l'actu et trie pour les auditeurs les points les plus essentiels de la semaine. Ajoutez à cela des invités de qualité et qui savent rester à l'écoute et pédagogues. Je passe depuis des années de bons moments et je suis même devenu patriote le jour où Patrick a dit c'est comme un abonnement à une revue que vous aimez bien, vu les ambiances détendues entre amis où on parle de tech sans prise de tête, alors ce podcast est fait pour vous. Oui, si vous aimez les ambiances détendues. Donc merci à vous deux, merci à tous ceux qui mettent des messages de soutien et des reviews et qui soutiennent sur Patreon. Donc si comme Stéphane vous vous dites que c'est une émission que vous attendez avec impatience, vous êtes content quand elle arrive dans votre lecteur de podcast, ou si comme Lady Night vous dites que c'est comme un abonnement à une revue ou un truc que vous aimez bien et que vous appréciez le ton et le travail qu'on fait, et vous pouvez soutenir sur Patreon parce que je le rappelle, comme je le disais tout à l'heure, c'est grâce à Patreon avant tout que l'émission peut exister. C'est
le Patreon qui fournit l'essentiel du revenu, et c'est le Patreon qui me permet d'avoir cette indépendance qui est précieuse, et c'est également le Patreon qui me permet du coup d'avoir lancé cette recherche d'assistants ou assistantes de prod en freelance que vous pouvez retrouver sur le site si ça vous intéresse, frenchspin.fr. Donc merci à vous tous et en particulier aux gens qui soutiennent sur Patreon. Bon, quelques news rapides avant de conclure l'épisode. D'abord, le Samsung, le prochain Galaxy va être présenté en février, c'est confirmé. Il devrait s'appeler le S20 et il devrait avoir un bloc de caméra qui aurait 6 éléments au dos de l'appareil. Donc, si vous n'aimiez pas ces blocs, eh ben, vous êtes servi. Alors, il y a 4 caméras et un flash et un capteur en plus. Et puis, il y aura aussi le Galaxy Bloom qui est le Galaxy pliable, mais en fait dépliable, qui se replie à clapet, en fait, qui devrait être annoncé. Donc, une deuxième génération de téléphones pliables de chez Samsung. Ça arrive en février. Il y a un truc qui est déjà qui a été attribué maintenant, c'est sur les appareils Android, on pourra choisir son moteur de recherche. Désormais, Google a fait une session de mise aux enchères et les gagnants sont d'une part un site qui s'appelle info.com qu'on connaît pas bien, mais qui est effectivement un site de recherche. Il y a DuckDuckGo et il y a notamment Qwant. Qu'on connaît bien, là aussi c'est mon moteur de recherche par défaut depuis quelque temps, mais Qwant, ça nous amène à parler des problèmes ou plutôt des changements qui arrivent chez Qwant avec un président qui s'est fait sortir en fait. C'est vrai que Qwant, j'ai l'impression que ça faisait un petit peu du surplace depuis quelque temps. Est-ce que, Lucie, peut-être, qu'est-ce qui se passe chez Qwant, en fait ? Oui, Qwant, c'est une entreprise qui a fait pas mal polémique, qui n'a pas passé une très bonne année 2019. Il y a eu beaucoup d'enquêtes qui sont parues dans la presse. Alors, au Figaro, à l'époque où j'y étais encore, on avait publié une enquête. Mediapart, Libération qui vient de republier une, Le Canard enchaîné. Et en gros, il y avait différents problèmes. Donc, très rapidement, il y avait déjà un problème technique, c'est-à-dire que Qwant est un moteur qui se repose en partie sur des index produits par Bing, donc le moteur de recherche de Microsoft, chose qui, alors tout début, ils avaient vaguement essayé de cacher, ils avaient été obligés finalement de l'admettre, mais donc du coup, à partir de ce moment-là, il y a eu quand même des doutes malheureusement sur les capacités de ce moteur qui se voulait en fait qui se veut toujours d'ailleurs comme une alternative au grand moteur américain. Il y a Next Impact aussi qui avait fait une super enquête pour prouver que sur beaucoup de mots-clés en fait Qwant n'avait pas son propre index et se reposait bien sur l'index de Bing. Alors il y a eu aussi beaucoup de questions sur les méthodes internes, enfin l'ambiance interne au sein de Qwant, alors plus des problèmes RH on va dire. Bref, donc tout ça a fait que la sauce est un petit peu montée. Eric Leandri, qui est le cofondateur de Qwant et qui était jusqu'ici PDG de Qwant, a pas très bien réagi à toutes les enquêtes de presse qui sont parues. Il s'est notamment, on a pu voir avoir des mots assez durs contre certains journalistes sur Twitter, notamment. C'est ajouté à cela le fait que le gouvernement a lancé un audit sur justement Qwant avant de proposer Qwant sur les ordinateurs de l'administration française. Et finalement, ça sera fait, mais ça a été annoncé en même temps que le départ d'Éric Leandri de son poste de PDG. En gros, on solde un peu cette année 2019 noire en mettant un peu... Donc, Éric Leandri reste dans l'entreprise, mais sera en charge si je ne me trompe pas, d'un centre de R&D ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, il aura plus un petit peu mis de côté, quoi. Voilà, il aura plus la main mise en tout cas sur les décisions opérationnelles de Qwant. Et voilà, ça a été analysé comme plusieurs de mes confrères et consoeurs comme étant un peu une remise à zéro des relations extérieures de Qwant. Faut noter aussi que la Caisse des dépôts et consignations fait partie des investisseurs de Qwant. Donc ils ont aussi eu leur mot à dire quand tu parles. Bien sûr, et puis c'est vrai qu'en termes de communication pour la France, le fait d'avoir Qwant, une entreprise qui encore une fois veut être un peu une alternative à Google, etc. C'était quelque chose qui en termes de communication était fort. Donc le fait que Qwant a eu du mal à répondre à toutes les enquêtes de presse qu'il y a eu l'année dernière, aussi bien sur des questions de business que de technique, ça la foutait un peu mal, pour le dire. C'est sûr. Moi, j'avoue que
Pardon, vas-y, finis. Non, voilà, j'ai fini. Moi, j'avoue que je connais pas du tout les dessous de Quant. Ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression que l'initiative est forte, l'idée est intéressante. Alors, il y a DuckDuckGo qui est un petit peu sur le même créneau, mais Quant est une société française. J'ai quand même l'impression que ils font, je vais pas dire qu'ils font du surplace, mais enfin, c'est pas non plus quelque chose qui apporte une valeur ajoutée incroyable par rapport à d'autres services. La valeur ajoutée, on l'a pas précisé, mais c'est la question de la vie privée, qu'ils respectent beaucoup plus que les autres et qu'ils respectent a priori à 100%, en tout cas c'est leur promesse et ça semble être le cas, mais oui, ils n'ont pas non plus un dynamisme qui est aveuglant, j'ai l'impression. Si vous voulez, là, dans Libération a publié un article lors de l'annonce justement du changement de direction et une personne du gouvernement, enfin ou de la DINSI qui me semble qui est la direction informatique du gouvernement, parle quand même, dit que Quant est un compromis, l'un des meilleurs compromis parmi les solutions disponibles de ce jour. Donc on ne parle pas, enfin, on a un peu abandonné les grands discours sur la souveraineté numérique, etc. On dit que Quant c'est mieux que les autres, mais que c'est pas non plus la panacée, quoi. Ce qui, donc, franchement, est peut-être pas plus, mais c'est pas trop, enfin, c'est peut-être ce dont on a besoin, quoi. Un compromis qui fonctionne. Voilà. Un peu d'humilité, on va avancer un petit peu, donc voilà, à voir. Un autre sujet que je voulais évoquer, c'est celui de Twitter qui a fait un petit peu qui a annoncé une initiative pour essayer d'aider à mieux contrôler la manière dont on gère nos propres conversations. Il va y avoir, qui va arriver bientôt, en parallèle des messages threadés, donc suivis sur le service. Il va y avoir la possibilité de limiter qui peut répondre à nos tweets. Alors, on peut faire, soit c'est global, donc tout le monde peut répondre, un groupe, donc on choisit un groupe, un panel, c'est-à-dire les gens qui... et le panel, c'est les gens qui nous suivent... Pardon, les gens que nous suivons et qui sont mentionnés dans le tweet, et une déclaration à laquelle personne ne peut répondre. Alors, pour éviter les préoccupations, la première préoccupation, on peut bien sûr toujours retweeter le message, mais c'est vrai que ça peut permettre de limiter les personnes qui vont répondre au message si on veut faire passer des fausses informations, et beaucoup de gens ont mentionné la chose. On peut le comprendre, mais c'est pas ce problème qu'essaye de corriger cette initiative. Là où c'est intéressant, c'est que souvent on a des gens qui viennent envahir les conversations et qui viennent pourrir les conversations. Et ben là, ça pourrait être un moyen de pallier à ce problème spécifiquement. Et moi, gros utilisateur de Twitter, je me dis que ça peut-être aider dans certains cas. Ça ne résout pas les problèmes de Twitter, mais ça peut être intéressant. Et à côté de ça, il y a Kayvon Beikpour qui a fait une interview pour Wired, ils sont décidément partout, en parlant de ces problèmes de comportement toxique. Et c'est vrai qu'il disait, il n'y a aucune motivation à ne pas être toxique sur Twitter. C'est un problème. Il a parlé de plein de choses, dont un troll score, un score de trollisme qui pourrait être utilisé. Bon, c'était presque un mot en passant, ça. Mais oui, c'est vrai que Twitter... Là encore, ça corrigerait pas la question de Twitter de limiter qui peut répondre à vos messages, mais moi, c'est peut-être une chose que je pourrais apprécier. Oui, parce que... Pardon. Il y a des messages quand tu les postes sur Twitter qui appellent à la discussion. Il y en a d'autres pas du tout. Tu as juste envie d'annoncer un truc et qui appellent pas de réponse particulière. Ou par exemple, tu peux aussi pas du tout avoir envie de te faire troller. Et c'est vrai qu'il y a des fois, ça peut aller très très vite. Et justement, pour limiter les réponses, par exemple, aux gens que tu suis, c'est déjà un filtre efficace. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas générer une discussion dans un cercle plus fermé, sans que ce soit pour autant un message privé. Après, il va falloir voir comment ça se manifeste en termes d'interface, mais oui, je trouve la démarche intéressante. Il y a des gens qui pourront mal le comprendre. C'est à chaque tweet qu'on peut décider ça. C'est pas pour le compte en général. Donc on peut pour tel tweet décider celui-là je voudrais le limiter à tel et tel type de réponse, et pour tel autre l'ouvrir complètement. Et toutes les préoccupations qu'on peut avoir par rapport à ça, les histoires de bulles et de machin, oui, ça effectivement ça peut avoir cet effet, mais les
effet est déjà présent sur Twitter et franchement, pour une personne qui va venir vous donner une information intéressante alors qu'elle vient de nulle part, cette personne, et qu'elle a vu votre tweet comme ça en passant, il va y en avoir 15 autres qui vont venir noyer la conversation dans un océan de toxicité. Donc oui, il peut y avoir des effets négatifs parce qu'on va pas avoir justement cette personne qui venait vous donner un autre point de vue sur un message peut-être orienté, c'est vrai, mais pour moi l'équilibre est... En tout cas, c'est une expérience à tenter. Je ne sais pas si Lucie, t'es de cet avis. Oui, moi je suis assez impressionnée par les efforts que met Twitter à régler son problème de modération. C'est pas tous les jours que je dis bien de Twitter, mais en tout cas il tente. Parce que Twitter, on compare beaucoup Twitter à Facebook parce que c'est deux grands réseaux sociaux, sauf qu'on oublie que Twitter est une entreprise beaucoup plus petite que Facebook, avec déjà beaucoup moins d'audience, mais aussi beaucoup moins de moyens. Mais Twitter doit gérer des problèmes presque aussi gros que ceux de Facebook parce que Twitter c'est un réseau social qui est public. C'est-à-dire que quand je poste un tweet, n'importe qui peut y réagir et pas que mes amis. Et ça, c'est au cœur de tous les problèmes. On peut avoir un compte fermé, mais d'une manière générale, les comptes sont ouverts. De manière générale, tout le monde peut y répondre. Et ça, c'est à la source d'énormément de problèmes pour Twitter, qui doit gérer des gros problèmes de harcèlement, de violence en ligne, etc. Et Twitter, ils n'ont pas les moyens d'embaucher autant de modérateurs que Facebook. Et du coup, eux, leur solution, c'est plutôt de réfléchir à des nouvelles interfaces. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que une bonne UX, ça peut régler des problèmes de plein de choses d'ailleurs. Donc après on va attendre de voir ce que ça donne. Mais il y a plusieurs options comme ça qu'ils ont lancées ces derniers mois, ces dernières années qui sont assez efficaces. Moi j'utilise beaucoup par exemple la fonction mute d'une conversation quand un tweet m'apporte trop de réponses négatives, trop de remous, on va dire, je mute la conversation et ça, pour le coup, ça marche bien. Donc voilà, à voir, mais je trouve qu'ils prennent plutôt la bonne direction avec ce genre d'options. C'est pour ça que tu répondais plus quand je t'ai envoyé 350 messages il y a 3 jours. Ok, non, je me disais, c'est quand même hyper intéressant ce que j'ai à t'expliquer, à te mansplainer, mais c'est donc pour ça. C'est pour ça que je le répète 8 fois. Mais oui, bien sûr. Tu ne réponds pas, je ne comprends pas. Il y a aussi un autre sujet que je voulais évoquer, c'est une enquête hyper intéressante sur BuzzFeed News sur les Black PR, les secteurs noirs des sociétés de relations publiques. Qui est fascinant. Je mettrai peut-être le lien dans les notes de l'émission, pour que vous puissiez aller voir vous-même. Mais il y a toute une enquête sur des sociétés qui proposent des services de manipulation des populations sur le mode de ce qu'on a vu justement dans les campagnes politiques de ces dernières années, mais de manière complètement ouverte. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire on va faire des pages sur Facebook, des comptes Twitter, ce type d'initiative pour manipuler l'opinion des populations. Alors, ils l'ont fait dans différents pays. On parle de pays d'Asie du Sud-Est, de pays d'Afrique, mais pas seulement. Et il y avait des choses hyper intéressantes, par exemple, comme le fait que certaines firmes avaient ouvert des pages pour et contre un candidat à la présidence. Et d'après ce qu'on comprend, les pages qui sont pour le candidat, parce que c'était une campagne contre lui, si je ne m'abuse, les pages pour le candidat étaient destinées à on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'on va avoir des pages pour et contre ? Et bien en fait, les pages étaient destinées à recueillir les contacts des personnes qui étaient pro, pour ensuite les bombarder d'informations, pour les convaincre de devenir anti, ou au moins semer le chaos autant que possible, pour qu'ils se disent, bon bah merde, je comprends plus rien, je m'en fous, comme on en parlait la semaine dernière. Alors, ces firmes elles sont quand même en marge de la, on va dire, de la communauté des sociétés de relations publiques respectables. Elles sont vraiment à la limite, mais il n'empêche, ils emploient des termes comme des plages de suppléments ou pour les fermes de trolls, des travailleurs numériques supplémentaires ou c'est les pages de suppléments, c'est des sites de fake news artificiels, etc., etc. Et donc, ça donne aux politiciens la possibilité de se dire, d'une part, ça leur paraît un petit peu plus respectable, et d'autre part, ils peuvent se dire, ah ben moi je savais pas, ils m'ont dit que c'était des travailleurs numériques, machin. Et c'est
fascinant cet article et on est en train de passer en fait, alors ça reste un petit peu, on va dire, c'est pas encore le dark web ou ce genre de choses, mais on est vraiment, j'insiste sur ce point, c'est pas non plus tous les partis politiques et toutes les causes qui emploient ce genre de firme aujourd'hui, mais on est en train de passer à des expérimentations dans ce type d'activité dans les années, on va dire 2016-2017, à une systématisation et une professionnalisation de ce type d'entreprise qui est fascinante et inquiétante. Donc, je vous mettrai l'article si ça vous intéresse dans les notes de l'émission. D'autant que c'est pas très cher en fait. C'est un peu comme, tu vois, acheter des followers sur Instagram. C'est pas, ça coûte pas très très cher et de fait, tu peux faire marcher comme ça des fermes de trolls. Alors, il y en a qui le font pour des trucs simples et bêtes, comme le référencement. Enfin, pour eux, c'est du SEO. Bref, de fait, il y a des, on va dire des stratégies de communication un peu détournées qui sont intéressantes. Il faut aller lire on va dire ça comme ça. C'est très intéressant. Allez, on va conclure. Enfin, il faut le dire, il y avait quand même depuis longtemps, des grandes entreprises de relations publiques avec pignon sur rue, voire même cotées en bourse, qui font aussi des trucs tordus. Je t'en raconterai. Oui, non, mais tordus évidemment. Mais enfin là, c'est carrément, c'est on va dire one step beyond pour citer. Madness, voilà. Madness. Brain fart. Un truc que j'ai trouvé intéressant, l'argent que rapportent les AirPods, et c'est la dernière fois que je vais dire, je vous l'avais dit, mais l'argent que rapportent les AirPods représente plus que tout l'argent, juste les AirPods, plus que tout l'argent que rapporte Adobe, ou alors Nvidia, ou alors AMD, et ça représente autant que Spotify, Twitter, Snap et Shopify réunis. Donc oui, les AirPods, ça marche pas mal. Ça paraît beaucoup. Oui, c'est quand même, mais ça marche bien. Moi, quand je les ai eus, bon bref, j'avais raison. Je pointe du doigt vraiment quand j'ai raison. Vous remarquerez que quand j'ai dit un truc qui avait absolument aucune, qui ne se produit pas du tout à coup, j'en parle plus. Comme par exemple, j'avais juré, j'étais convaincu que Sony serait à l'E3 cette année, et ils viennent d'annoncer qu'ils n'y seront pas. Vous ne l'entendrez jamais venir de moi. Ça, plus personne ne va en parler. Facebook a fait encore, et on va conclure là-dessus quand même, il fallait qu'on parle de Facebook, plusieurs trucs intéressants. D'une part, leur valeur a dépassé la valeur record de Facebook, la valeur boursière. Donc voilà, on a beau parler de Facebook, c'est quand même malgré tout le mal qu'on en dit, ils se portent plutôt bien. Pendant l'infamie, les affaires continuent, c'est sûr. Complètement. Et ils ont eux aussi des initiatives pour essayer de vous aider à contrôler ce qui se passe sur votre compte et pour contrôler le contenu critiquable qui apparaît chez eux. Notamment le fait, c'est d'autant plus important aux États-Unis, le fait de contrôler si on veut voir moins de publicité politique. Alors on peut pas complètement les supprimer, mais on peut en avoir moins, ce qui sert d'ailleurs sans doute aux campagnes politiques parce que du coup ils se disent ceux-là ils sont pas intéressés, on va pas continuer à les bombarder, on va envoyer un peu moins d'argent là-dessus. Il vous rappelle aussi chez Facebook que vous avez le Privacy Checkup Tool qui est pas mal foutu, un outil qui vous protège, qui vous aide à s'assurer que vous sachiez qui va voir quoi de ce que vous postez, qui est encore une fois pas mal foutu. Par contre, à noter que ça ne contrôle pas l'aspect publicitaire, c'est uniquement l'aspect public de ce que vous allez publier. Donc, si c'est vos amis et les amis de vos amis, ou le public en général, ou personne. Mais bon, c'est déjà ça et l'outil existe. Je crois qu'il faut cliquer sur le petit point d'interrogation qui est en haut de la page, en haut à droite, et puis de là, vous pouvez choisir l'option faire le check-up de vie privée. Et puis, il y a aussi, comme je le disais, ils ont décidé de bannir complètement les deepfakes qui ont l'intention de tromper les gens. Donc, c'est un compromis, je pense, qui est pas trop mal. Bien sûr, pour la caricature, c'est autorisé. Ce que j'allais dire, pas complètement, comme à chaque fois Facebook s'est aménagé une assez grosse porte de sortie. Bon, là, je pense que c'est pas une porte de sortie, c'est que supprimer les deepfakes complètement, même quand c'est prévu dans le cas de satire ou d'humour, ça serait pas la bonne décision. Là, ils disent, dans le cas où l'intention est de tromper les gens, alors ensuite, aller déterminer qu'est-ce qui est vraiment de l'intention pour tromper. C'est tout le problème, c'est que les règles sont pas si claires que ça. Enfin, typiquement. Mais on retombe toujours dans le même problème, c'est impossible de faire des
des règles claires là-dessus. Toi, est-ce que tu peux me faire une règle claire sur quel Facebook? Ah non, je dis pas que je ferais mieux que Facebook, hein, certainement pas. Mais typiquement, la raison pour laquelle Facebook a été pressé il y a eu une pression médiatique pour que Facebook gère mieux les deepfakes, c'est qu'il y a eu une vidéo qui n'était pas un deepfake, qui mettait en scène Nancy Pelosi, qui est une politicienne américaine, qui est notamment une grande adversaire de Trump, qui est une vidéo qui a été repartagée par énormément de comptes pro-Trump, dans lequel la vidéo était légèrement modifiée. On avait l'impression qu'elle mangeait ses mots et on avait l'impression qu'elle n'arrivait pas à parler de manière normale. Elle avait été ralentie en fait. Elle avait été ralentie, c'est ça, et légèrement recoupée. Vraiment, c'était pas très bien fait, mais n'empêche que c'était assez efficace, que plein de gens s'étaient fait prendre. Une personne a envie de nuire à Nancy Pelosi, elle va dire quoi? Bah oui, c'est de la satire. Bien sûr que c'est de l'humour. Je vais juste m'en moquer. Je vois pas trop. Moi, je suis assez sceptique sur cette nouvelle règle. Alors, qui certes je vois pas trop en fait en quoi ça va. Ça va plus apporter des emmerdes qu'autre chose à Facebook, je pense. Mais comme à chaque fois dans la modération. Mais c'est ça le problème, c'est que sans vouloir plaindre Facebook non plus, mais ils sont dans une situation, c'est ce qu'on dit à chaque fois qu'on parle de ces problèmes de modération avec Facebook, ils sont dans une situation impossible. S'ils ne font rien sur les deepfakes, on va leur dire « Ah, mais vous faites rien, vous les laissez sans les supprimer, vous laissez ces vidéos honteuses qui manipulent l'opinion ». Et le jour où ils disent bon bah on va interdire les deepfakes quand c'est prévu quand l'intention est de tromper les gens, ah mais oui mais regardez vous faites pas ceci, tu vois ils peuvent pas gagner en fait, mais bon enfin si ils peuvent gagner, clairement leur valeur boursière est la plus haute qu'elle n'ait jamais été, donc à la limite ils se foutent du reste peut-être, mais sur ces points de modération je crois qu'on reste on arrive à la même conclusion que toujours. La solution n'existe pas. Il y a aussi une vraie question politique, hein, que Facebook est une entreprise américaine et qui est fortement sous pression actuellement de Donald Trump. Dire typiquement sur la question des mensonges dans les pubs politiques, ça a été un élément essentiel. Enfin, Facebook s'est quand même bien positionné contre les fake news, etc. Facebook n'a jamais supprimé les fake news, hein, mais Facebook maintenant, quand il identifie ce qu'il pense être de la désinformation, le déranque dans le fil d'actualité. Le montre moins souvent, en fait. Et voilà, et l'accompagne d'un texte généralement produit par des médias, débunkant en fait l'info. Moi, je vois pas trop en quoi il aurait pas pu faire ça sur les publicités politiques, hein, mais certains analystes américains, hein, moi j'en sais rien, hein, certains analystes américains voient ça comme étant, c'est parce que faire ça aurait été aller bille en tête contre Trump mais non, c'est pas que Trump. Le problème, c'est que il y a un vrai sujet de pression politique de la part des républicains quand même. Hein. Oui, la pression politique, non, c'est vrai. Depuis longtemps. C'est vrai, ça c'est vrai, mais je pense que le problème se poserait de la même manière, parce que si tu vas décider que sur faire ça sur des articles classiques, des articles normaux, tu peux le faire parce qu'il n'y a pas c'est pas à la base de tout. Mais si tu te mets à décider quel message politique d'un parti établi est acceptable ou pas, là franchement, avant tu ouvrais la boîte de Pandore. Là tu mets le doigt, le bras et tout le corps, tu plonges dans le 7e cercle de l'enfer. C'est pas possible de commencer à dire le message de tel parti il est accepté. C'est pas, et en plus, et je vais conclure là-dessus. Tu peux pas demander à Facebook de décider quel parti, même si, ok, on est tous dans notre bulle, on déteste tous Trump et on déteste tous, je sais pas moi, soit Mélenchon, soit tel ou tel parti, ok. Tel parti, on pourrait dire, bon, je vais parler de Trump parce que je pense qu'on se retrouvera quand même pas mal. Ok, pour dire les messages de Trump, on peut les classer comme ça, mais si demain Facebook vient nous dire, ah bah non, le message du parti que vous aimez bien, il est mensonger et donc on va moins le montrer, c'est une manipulation politique qui là, pour le coup, devient totalement inacceptable. Enfin, Après, il y avait une solution simple que Twitter va adopter, c'est de complètement interdire les publicités politiques. Mais là non plus, je suis d'accord. Ça serait une solution qui serait sans doute peut-être plus facile à gérer et plus acceptable. Une solution apolitique. Ouais. C'est-à-dire personne n'a le droit et voilà. Mais ça serait aussi une manière de... là, on en revient à un autre problème, qui est le problème de la communication politique aux États-Unis, parce qu'en France, on n'a pas ce problème-là du tout. Bien sûr. Parce que effectivement, la publicité de ce type est interdite, ou en tout cas pendant les campagnes. Donc, bon, le problème ne se pose pas. Mais aux États-Unis, si tu dis on interdit les messages politiques, je pense que c'est également se faire face à un problème qui est important, quoi.
Et puis, c'est refusé des revenus quand même. Ouais, les revenus, je suis pas sûr. Ils ont tellement d'argent, Facebook. Ça représente quoi, 2%? Ils avaient dit que les publicités politiques comptaient pour 0,5% de leur chiffre d'affaires. Hein. Donc, c'était vraiment très peu. Okay. Justement, comme l'argument étant de dire... c'est insignifiant, voilà, il fallait s'en débarrasser. Alors, l'argument de Mark Zuckerberg, qui est le même depuis le début sur tous ces sujets, c'est de dire, pour nous, ça fait partie du langage, du débat public, et qu'on n'a pas envie de nous, en entreprise privée, intervenir dans le débat public. Je pense vraiment que c'est une décision qui se défend. On peut ne pas être d'accord. Et moi, je suis comme toi, Lucie. Je pense que ça serait un moyen efficace de régler le problème, d'autant plus que Vue de France, c'est le moyen qu'on a choisi depuis longtemps pour régler ce problème. Mais je crois que, étant donné que le discours politique fait partie du discours tout court de manière beaucoup plus présente aux États-Unis, il y a ce poids de museler une partie de la conversation dans la société. Et je pense que c'est une question qui se défend. Mais bon, on s'est éloigné un petit peu de la question des fake news, pardon, pas des fake news, mais des deepfakes. Mais c'est à chaque fois le problème. On se rend compte que à chaque fois, c'est les questions qui reviennent avec les questions de modération sur Facebook en particulier, mais ne nous leurrons pas. C'est le cas sur tous les réseaux sociaux et ce type de plateforme. Donc. Et par ailleurs, je conclue juste là-dessus, hein, je me dépêche, mais sur les deepfakes, il y avait une étude qui était parue l'année dernière qui avait montré que malgré un peu je dis pas ça méchamment, mais l'hystérie médiatique autour des deepfakes, comme quoi c'était la prochaine menace politique, etc. Au final, on se rend compte qu'actuellement, 90% des deepfakes qui sont publiés sur les réseaux sociaux ou en ligne, c'est plutôt des deepfakes pornographiques et notamment pour du revenge porn. C'est-à-dire le revenge porn, c'est la publication normalement de photos intimes, généralement d'un ex-conjoint, mais d'une personne en général sans son consentement. Et qu'en fait, il y a un vrai souci, alors qu'on voit pas sur Facebook, parce que Facebook interdit le porno, mais souvent de femmes en fait qui se retrouvent à avoir leur visage collé sur le visage sur le corps d'une actrice porno à des fins d'humiliation quoi. Et ça visiblement c'est des chercheurs d'université américaine qui avaient montré ça. C'est pour le moment le vrai problème des deepfakes. Ouais, c'est pas vraiment. Ce qui va se passer cette année, ce qui va changer, à mon avis, c'est que jusque-là, la production de deepfakes restait quand même une affaire d'experts. Et là, je pense qu'on est à deux doigts de voir arriver, there's an app for that, quoi. Tout à coup, ça va pouvoir devenir assez rapidement une sorte de loisir grand public. Et c'est-à-dire que là, tout à coup, la profusion de trucs va faire. Il y a d'ailleurs une app qui faisait des petits clips marrants qui insérait votre visage dans des scènes de films, je crois, il y a quelques mois de ça. Donc, mais qu'ils avaient, tu vois bien, volontairement limité sur ce que tu pouvais faire, avec qui, avec quoi, etc. Je pense que cette digue-là, à un moment, elle va sauter parce que la technologie arrive très, très, très vite. Ajoute à cela le fameux moteur de génération de... Comment ça s'appelle ? Il avait un nom, c'est Adobe qui avait montré ça, mais il y a maintenant 3 ans. Ce truc à qui tu faisais manger, 20 minutes, une demi-heure de texte déclamé par une personne et qui, à partir de là, te permettait tu écrivais un texte et ça le disait dans la voix de la personne en question. Ils l'ont jamais sorti. Et c'est peut-être bien heureux jusque-là parce que ça aussi c'est un moyen de faussaire absolument terrible, c'est-à-dire que je te sors un extrait sonore de n'importe qui et tu n'as aucun moyen de savoir s'il est vrai ou pas. Je vais aller effacer tous mes épisodes que j'ai fait. Voilà. Moi je suis foutu en fait. Toutes les personnalités publiques qui sont appelées à prendre la parole un petit peu longtemps, c'est plombé. Donc tous les politiques, par définition. Oui. Et du coup, je crois qu'on en parlait aussi avec Corben la semaine dernière. Le problème, c'est que du coup, on se dit, c'est comme Photoshop, c'est bon, on va être méfiant sur tout. Mais du coup, à force d'être méfiant sur tout, on finit par ne plus rien croire. Et ça instaure une sorte de défaitisme. Et ça fait aussi partie du problème. Ça fait, complètement. Bon, retenons plutôt la food tech et les impossible foods qui font un monde un petit peu meilleur plutôt que toutes ces choses-là. Vous avez réussi à me déprimer alors qu'on était bien partis.
Bon, j'ai quand même choisi les sujets, donc j'ai ma part de responsabilité aussi, rétablissons la vérité. Vous avez aussi, vous, votre part de responsabilité en finançant cette émission. N'avez-vous pas honte, les patriotes ? J'espère que vous êtes contents et fiers de nous écouter parce qu'on vous informe. Vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech pour soutenir le Rendez-vous Tech et beaucoup d'entre vous le font déjà. Je vous suis incroyablement reconnaissant. Le lien est dans les notes de l'émission. Lucie, où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui si on veut plus de tes productions ? Eh bien, sur Twitter, twitter.com/LucieRonfaux, et j'ai aussi mon site personnel où je mets tous mes articles, lucieronfaux.com. Voilà. Magnifique, le lien sera dans les notes de l'émission vers ton compte Twitter. On n'en sort pas de Twitter, mine de rien, même si c'est seulement 300 millions d'utilisateurs, ça reste un réseau qui est très utilisé pour les personnes. Pour les médias, ouais, c'est compliqué de ne pas y aller. Oui, il y a même un petit Twitter centrisme en fait, tu vois, sur il y a un tropisme chez les médias à considérer que Twitter c'est le centre du web, ouais. Enfin, c'est un peu notre centre à nous, ouais. Oui, et Cédric, @Cédric, c'est un petit peu ton centre à toi aussi. C'est mon centre à moi, très clairement. Où est-ce qu'on te retrouve ? Et puis sur LCI, en tout cas tous les samedis matins, et sur lci.fr le reste de la semaine. Magnifique. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Plein de photos sympas sur Instagram. La prochaine fois que vous lancez l'app, allez chercher NotePatrick pour m'y retrouver. Et puis, FrenchSpin.fr pour cet épisode. Venez commenter comme toujours. On est très preneur de commentaires constructifs sur tout ce dont on a parlé. Et il y avait de la matière aujourd'hui. C'était un gros épisode avec cette grosse partie sur le CES. J'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. Donc, on conclut sur ces bons mots. Je vous fais de grosses bises et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Tout savoir sur le podcast. La transition énergétique. De quoi parle-t-on ? Quels sont les enjeux, les solutions mises en place, les conséquences pour les consommateurs ? Pour quelles perspectives d'avenir ? Dans le podcast Tout savoir sur, nous prenons le temps d'aller encore plus loin, d'explorer de nouveaux horizons à travers des échanges inédits avec des experts et des spécialistes. Dans cet épisode, Jean-Bertrand Hardy, directeur de la stratégie France B2C chez Engie, sera à mes côtés pour échanger sur la transition énergétique. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast Tout savoir sur votre plateforme d'écoute et vos applications podcast favorites. N'hésitez pas à vous abonner.